parcours, donc j'ai commencé comme vous tous ici en BEP. Donc une première adaptation. Ensuite, je suis passé donc, en terminale où je me suis inscrit au concours général. C'est le bac. Ensuite, fait une classe préparatoire. Donc c'est Maths Sup, Maths Spé. Ensuite, je suis rentré donc, en école d'ingénieur pour 3 ans, master à l'université. Et donc je suis sorti il y a à peu près un an et demi de l'école. Et depuis, je travaille dans une société à Metz qui s'appelle Berthold. Voilà. Donc quand on voit qu'on arrive à sortir d'école d'ingénieur, on peut se poser une question, c'est pourquoi il a fait un BEP. S'il a fait une école d'ingénieur, il a peut-être perdu son temps. Ben non, pas du tout, parce que sans le BEP, je ne serais pas arrivé là. Ça, c'est sûr. On va demander maintenant à Benjamin Kraft de se présenter. Donc Benjamin Kraft n'est pas passé par la filière BEP, mais a fait un BTS IRIS dans l'établissement. En 2000, j'ai fait mon bac STI, ici même. Puis après, par commodité, j'ai continué le BTS qui s'appelait pas IRIS avant. 2I. Oui. 2I, et j'ai mis IRIS parce que bon, c'est plus parlant aujourd'hui, mais c'est l'équivalent. Hein. Donc, pas le bac, j'ai simplement fait le BTS ici parce que c'était une suite plus ou moins logique et qui me semblait à ma portée parce que l'avantage de la formation qu'on a eu ici en bac se répercutait aussi en BTS, c'est-à-dire on avait un bon suivi, c'était très personnalisé par rapport à ce qu'on peut rencontrer en faculté, on est beaucoup plus libre. Et puis après le BTS, j'ai simplement opté pour une licence professionnelle à Metz, des métiers de l'informatique, un titre très pompeux, mais c'est simplement une licence. Monsieur Steinmetz, professeur d'informatique ici, m'avait orienté. Et puis entre 2003 et 2006, juste à la fin de la licence professionnelle, il y a un stage de 6 mois. J'ai dû passer en entreprise et ils ont décidé de me conserver. Ils ont souhaité me conserver. Puis j'ai signé parce que, comment dire, tout de suite sorti de l'école pour avoir un job. Je trouvais que c'était une vraie chance. Donc j'ai tenté ça. Et puis, comme on a la chance en France d'avoir les 35 heures, ça nous donne un peu de temps libre. Et donc je me suis inscrit en cours du soir au CNAM. Donc le Conservatoire national des arts et métiers, pour suivre. Normalement, ça se va jusqu'au bac plus 5, donc un master 2. Mais moi, je me suis arrêté au bac plus 4, parce que tout le temps, j'ai changé de société et mon emploi du temps m'empêche de continuer réellement plus longtemps. Jonathan, Claire. Donc voilà, bonjour tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux. Donc voilà, Claire Jonathan, j'ai fait toutes mes études ici à Chenec. En fait, même l'école primaire, il n'y a que le collège où j'ai fait une petite parenthèse où j'étais sur Forbach parce que je suis chenecois de naissance. Et puis donc après un bac STI électronique, j'ai décidé, comme mon collègue, de faire ici un BTS. Donc actuellement le BTS IRIS, qui était à l'époque le BTS informatique industrielle. Donc ce BTS s'est déroulé sur 2 ans, ça m'a beaucoup plu. J'ai eu durant ce BTS la confirmation que l'informatique pour moi c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment, plus que ce qu'on peut simplement voir à la maison en chattant avec les copains et les copines sur MSN. Donc j'étais content, je ne m'étais pas planté d'orientation. Bonjour à tous, je suis Anthony Pellegrino. Donc j'ai quitté le lycée Condorcet il n'y a pas très longtemps, donc j'en connais encore certains d'entre vous. Et moi je suis à l'origine un élève qu'on pourrait cataloguer dans le rang des difficiles. Donc j'avais de très mauvaises notes au collège, de très mauvaises notes au collège. Donc c'est le BEP qui m'a en fait ouvert des portes. J'ai découvert le BEP électronique suite à une porte ouverte du lycée Condorcet. Donc juste visité, vu un peu ce qu'il fait. Et donc en arrivant en BEP, ma moyenne, tout bêtement, il y a eu un 1 devant. Ça allait au-dessus du 10. Donc 16 de moyenne, des choses comme ça. Donc ça a tout de suite changé. La preuve que dès qu'on fait quelque chose qui nous intéresse, tout qui change. Et ça a été une réelle passion juste après. Donc ici, j'ai eu le droit de faire mon BEP. Ensuite, je suis parti sur une première adaptation pour pouvoir faire un BTS des systèmes électroniques ici aussi. Donc c'est 2 années qui m'ont vraiment ouvert les yeux. Donc ça a pu être un petit lycéen qui va à l'école, non, c'est un étudiant, c'est quelqu'un de professionnel, qui est responsable de lui-même.
il y a des profils. Mais à savoir que c'est pas eux qui vont faire tout le travail, ça va être à vous de travailler. C'est pas maintenant quelque chose qui est vraiment qui est insurmontable, je dirais. C'est relativement facile si vous y mettez du vôtre. Ah, et puis Patrick, donc c'est vous qui avez quitté le lycée tout récemment, puisque vous avez avec mon collègue, en 2006. Ouais, avec mon collègue Anthony. Hein. Ah oui. Parce que bon, j'ai le même parcours qu'Anthony. On a fait le BEP électronique jusqu'au BTS système électronique. Donc parcours assez similaire. Pour les mêmes raisons, je suis allé en BEP électronique, pas très bon au collège. Donc on arrive en BEP, on devient assez bon assez facilement. Et après j'ai choisi première d'adaptation parce que bon, j'avais des facilités et qu'on a aussi eu l'occasion de voir la section de technicien supérieur qui nous a beaucoup plu. Ouais, qui nous a fait rêver. Donc après je me suis lancé dans une licence professionnelle. Donc là c'est un statut de Bac+3, c'est une année après technicien supérieur. Donc licence professionnelle, il faut bien la choisir. Parce que là, on va voir des domaines assez spécifiques. Donc si elle n'est pas bien choisie, ça pose des problèmes. On peut le dire. Ouais. Donc si vous la choisissez bien, il n'y a pas de problème. Si vous restez dans l'électronique, c'est bon, c'est votre branche, là, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une licence assez pluridisciplinaire, donc à multiples compétences. Donc où il y a de l'électronique et de l'informatique. Et en système électronique, bon, bien sûr, on fait un peu d'informatique. Bon, l'informatique n'est pas poussée comme dans le BTS Iris. Donc voilà, ça crée des problèmes. Bon, après, à force de travail, il n'y a pas de problème, tout le monde s'en sort. Je forme toujours, je continue toujours à me former. C'est la société qui me paye des stages, des choses comme ça. Donc je vais parfois dans d'autres écoles d'ingénieurs, l'École nationale des ponts et chaussées, pour faire des formations. Ou CTXCM, c'est des centres de formation de l'industrie de la charpente métallique. Voilà, donc on n'a jamais fini d'apprendre. Hein. Et si ça se trouve, dans quelques années, je ferai plus des ponts et je ferai de l'électronique peut-être. Il faut toujours avoir et remettre à jour perpétuellement. C'est là où je rejoins toujours Michel, qui dit que l'apprentissage ne s'arrête pas au moment où on sort de l'école. On n'arrête pas, alors réellement pas d'apprendre. Et c'est donc ce qui me plaît dans mon boulot, c'est que tous les jours, on travaille avec des technologies de pointe et qu'on apprend d'autres parce qu'on ne connaît absolument pas tout et que c'est très instructif et je suis quelqu'un qui est très avide de connaissances. Et donc voilà. Et puis je rejoins Benjamin aussi sur le perpétuel besoin d'apprendre en informatique, qui est quelque chose qui est très stimulant, dans la mesure où il y a quelque chose qu'il faut faire attention quand on sort de l'école, c'est qu'à l'école, tous les jours on y va, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, de gré ou de force, quand le soir on sort de l'école, on sait au moins un truc en plus par rapport à la journée d'avant. Après, le boulot, c'est quelque chose qui dure 40 ans. Donc autant essayer de trouver un boulot où on peut s'épanouir intellectuellement pour ne pas devenir un robot et faire 40 ans la même chose. Donc la seule réelle difficulté, c'est de repartir sur des matières un peu plus générales et de manière, je dirais entre guillemets, un peu plus poussée. Donc on va beaucoup plus travailler le français, les maths, l'anglais, des choses comme ça. Ce qu'on ne fait pas trop en BEP. En BEP, on va un peu plutôt revoir, ça donne un peu une seconde chance. On va plutôt se baser sur toutes les matières qui sont premières. Est-ce que c'est difficile? Ben, je pense pas. Si on a fait un bon BEP, si on a bien écouté tout ce qui s'est dit, d'un point de vue technique, il n'y a vraiment pas de souci. Là, c'est super. Par contre, ben, il y a des choses qu'il faut travailler. Hein. On a des lacunes un peu en sortant de BEP. C'est les maths, le français et l'anglais. Voilà. Donc l'anglais, c'est très important, parce que de nos jours, sans l'anglais, ben, c'est difficile. Je peux vous dire que je suis confronté à ce problème. Autrement, le français, ben, c'est logique. Hein. Si on ne peut pas écrire un mail, ben, on est... J'étais en première d'adaptation, je me suis dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce qu'on est là, on sort de BEP, donc on a vu quand même pas mal de choses au niveau électronique. Et après, on revient en première d'adaptation, et puis on revoit quand même des choses assez similaires. Donc là, on commence à s'ennuyer un peu, mais bon, il ne faut pas lâcher. Parce que si on lâche, après on est là, on a juste notre BEP, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut persévérer, et puis là on y arrive.
c'est surtout au niveau des maths, français, anglais, comme ils l'ont un peu tous dit. Hein. Là, c'est un peu plus difficile. Mais bon, c'est pas insurmontable. C'est bien beau de faire des études, mais bon, ça peut être long et démotivant parfois. Donc il faut faire un équilibre. Donc il y a plusieurs équilibres à faire. C'est les études, la vie professionnelle, parce que c'est mal vu de faire que des choses théoriques, il faut faire un peu de pratique. Donc c'est bien de s'orienter sur des stages ou des choses comme ça, des formations. Voilà. Et après, il y a la vie associative et sportive, et ça c'est vraiment aussi très très important. Ça permet de s'évader. J'en avais aussi marre de l'électronique. Mais il y a eu le BTS qui arrivait juste derrière. Et le BTS, c'est tout à fait un autre monde. Tu vas voir de l'électronique, mais d'une autre manière. Tu vas vraiment voir à quoi ça sert exactement. Tu vas vraiment voir des choses concrètes. Donc c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les études, ça veut dire sérieux, motivation, et c'est tout. C'est bête et méchant, on vous dit pour lundi, il faut rendre tel devoir, vous le rendez. Même s'il n'est pas juste à 100%, au moins vous avez fait l'effort, vous avez rendu un truc, vous aurez peut-être 10, mais au moins vous avez fait votre travail. Donc c'est vraiment de la motivation, quoi. Et pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, n'importe qui peut réussir. Parce que dans les études, malheureusement, c'est pas gratuit, mais il y a toujours une solution pour s'en sortir. Donc c'est travailler l'été ou demander des bourses. Le diplôme, c'est ce qui est le plus important. Et quand on rentre dans le monde du travail, on vous dit que vous avez des diplômes, mais vous ne savez rien. Et au fait, si on n'a pas les diplômes, on ne rentre pas dans les sociétés, on ne reçoit pas des postes importants. Donc, résultat des courses, il faut faire le maximum. On peut toujours les cacher, mais si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas les inventer. Pour des stages, est-ce qu'un stage permet de trouver plus facilement un emploi, etc. Donc, voilà, je pose la question. Comment se passe les stages en cours de formation? Alors les stages, très profitable ça, parce que c'est là qu'on apprend une foule de choses, parce que quand on est au lycée, bon, on apprend les bases, mais on n'est pas forcément confronté aux problèmes de la vie professionnelle. Je prends l'exemple, moi j'ai fait ma licence professionnelle, donc là il y a un stage de 6 mois. Donc en 6 mois, on voit quand même pas mal de choses, et du matin au soir. Alors que quand on est au lycée, ben voilà, on n'est pas forcément au lycée du matin jusqu'au soir. On a nos 30 heures de cours et puis c'est tout. Alors qu'au niveau professionnel, et ben là, il y a des clients derrière qui attendent quelque chose très rapidement. Pas comme au lycée là, où si jamais ça marche pas, ben, il y a le prof qui vient, qui dit ouais, ben, c'est pas grave, on fait ça demain, ça ira. Hein. Au niveau professionnel, c'est autre chose. Et moi j'ai appris beaucoup pendant mes stages. J'étais chez Litch, c'est un équipementier aéronautique, donc j'ai appris beaucoup. Donc c'était bien. Déjà, c'est que ça, on peut déjà en parler dès que vous allez chercher votre stage. Vous allez aller chez le patron, vous allez dire est-ce qu'il y aurait possibilité d'une embauche à la fin? Il ne faut pas hésiter à en parler. C'est ce qu'ils vous disent en licence professionnelle, essayez d'en parler déjà directement au patron. Parce que l'objectif de la licence professionnelle, c'est de trouver un emploi à la fin. Et souvent, c'est ce qui se passe en sortant de licence professionnelle, on trouve un emploi. D'ailleurs, je vais me permettre de rajouter quelque chose de très important, que ce soit pour le choix d'un stage, ou alors si vous avez la chance de pouvoir choisir votre emploi plus tard entre plusieurs propositions. Donc que ce soit pour un stage ou un emploi, ce qui compte au début d'une expérience professionnelle, c'est l'apport que peut apporter ce dernier à votre vie. Entre deux différents. Un qui sera payé 50 € de plus, mais pour faire quelque chose qui sera moins intéressant et de vous vendre plus tard à votre futur employeur avec une expérience qui sera considérée comme enrichissante et vous apportant de la valeur, préférez toujours un emploi qui vous permette d'apprendre et qui vous permette de vous vendre derrière. Une carrière, c'est quelque chose qui se voit au minimum à moyen terme, voire à long terme. Il ne faut surtout pas choisir un stage parce qu'il est facile d'accès à la base. Il
faut pas choisir un stage parce que c'est facile de rentrer au Cora pour faire technicien. Non. C'est pas là que vous allez le plus apprendre. Choisissez vraiment une entreprise qui pourra vous donner quelque chose, comme Jonathan vient de vous le dire. C'est vraiment là qu'il faut regarder. Et c'est là que vous apprendrez le plus. Et ensuite, il faut vraiment, faut pas avoir peur, il faut y aller au culot. Il faut demander, il faut vous vendre. Dans une entreprise, c'est comme ça. Il faut vous présenter, il faut demander s'il y a des possibilités d'embauche derrière. Il faut y aller. C'est parce qu'on est dans une région frontalière. Donc la majorité des entreprises pour lesquelles vous pourrez travailler dans un rayon de, je vais voir léger, je vais dire 60 bornes à la ronde, il faudra au moins comprendre l'allemand. Donc, et ça, c'est une erreur que j'ai fait personnellement pendant ma scolarité, c'est que j'ai pris l'allemand un peu en dilettante, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que voilà, le cours ça me plaisait, je souriais, etc. Mais je me disais ça ne me servira à rien plus tard parce que j'ai pas besoin de parler allemand. Et en fait, après, quand on arrive dans une boîte, on s'aperçoit que heureusement qu'il reste des restes de patois de quand mémé parlait de quand on était petit. Donc après, on essaye de comprendre les gens, ça va mieux parce qu'à partir du moment où vous êtes dans une entreprise, vous allez toujours parler d'un métier donné, donc avec un vocabulaire qui va être relativement limité par rapport au métier que vous faites. Donc c'est relativement facile. Et puis l'anglais, naturellement, parce qu'en informatique, il n'y a pas beaucoup de docs en français. L'électronique, c'est pareil. Oui, effectivement. Ouais. Que ce soit l'anglais ou l'allemand, vous en aurez besoin. Ouais. Dans le domaine professionnel, que ce soit en électronique ou en informatique, c'est pareil, l'anglais, vous en aurez besoin. Donc, il faut le travailler. Maintenant, l'allemand, c'est un gros plus. Comme le disait Jonathan Claire, on est à côté de l'Allemagne. Il y a des emplois qui sont juste à côté de nous. Si vous ne maîtrisez pas l'allemand, vous n'aurez pas accès à ces emplois-là. C'est une erreur que j'ai faite moi, je ne maîtrisais pas du tout l'allemand. J'ai jamais réussi à le maîtriser. Voilà. C'est à vous de le travailler maintenant. Travaillez l'allemand, travaillez l'anglais aussi. C'est deux matières très importantes. Vous ne pensez peut-être pas, mais c'est très 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 important. Quand on arrive au lycée et qu'on a 15, 16 ou 17 ans et qu'on arrive en cours de français et qu'on nous parle de Rousseau, de Baudelaire, etc., on répond à quoi ça va me servir dans ma vie? Et l'histoire, c'est qu'en fait, ça sert énormément. J'irais même jusqu'à dire que pour trouver un emploi, il est au moins aussi important d'avoir une maîtrise correcte du français écrit et oral que de la matière purement technique. Parce que dans n'importe quel emploi, vous allez devoir faire des comptes rendus de ce que vous faites. Vous allez devoir être capable de synthétiser votre pensée et de l'exprimer en fonction des personnes que vous avez en face. Donc, faire une fois du parcours professionnel, comme dit, entre 2003 et 2005, j'ai travaillé en France. J'ai fait la première partie, là où j'ai travaillé donc, entre 2003 et 2005 en France, à Zengbouz, là où il y a la plateforme d'industrie du verre, dans une petite PME. Et puis, après avoir obtenu mon... juste avant de l'obtenir, mon DEST, je suis allé travailler à Luxembourg, dans une société qui faisait déjà proprement parler que de l'informatique, qui était plus dans mes objectifs et avec des moyens supérieurs. Et puis depuis 2007, j'ai sauté sur une autre opportunité. Travailler dans la société où je suis actuellement, Data Center. Donc, voilà. Décrire un tout petit peu mon travail consiste à gérer, mettre en œuvre et optimiser des systèmes informatiques qui servent en arrière-plan pour des gens, pour n'importe qui. Et le fait est, pour pouvoir mettre en place ce genre d'architecture, il y a un bagage technologique. Maintenant, je travaille dans une société et bien sûr, je ne fais pas d'avion, mais je fais des ponts, des ouvrages d'art. Et je suis ingénieur d'affaires. Donc, dans une société qui s'appelle Berthold. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est quoi ingénieur d'affaires? C'est une personne qui s'occupe de la gestion du projet dans son ensemble. En fait, je fais tout de A à Z. Juste après l'appel d'offres, donc le service commercial me donne le dossier et je gère la construction de l'ouvrage de cette part tout de suite du début jusqu'à la réception de l'ouvrage. Donc après ce BTS Iris, on est sorti en juin 2002.
Sauf que l'année 2002, ça doit être la seule année avec 1992 où l'informatique, ça marchait pas super. Explosion de la bulle Internet. Donc il y a eu quelques mois de doute. J'ai finalement trouvé un emploi au bout de 5 mois dans une PME située sur Forbach, où j'ai eu la chance d'avoir un emploi qui s'est révélé être pour moi très formateur. Je suis arrivé dans une société où il n'y avait pas du tout d'informatique, et puis on m'a dit, ben voilà, on est en décembre, et puis en avril, il faut qu'on ait un bureau à Forbach, un bureau à Sarrebruck, un bureau à Luxembourg, et qu'on gère en fait une activité d'import-export d'automobiles. Alors ça s'est révélé très formateur, très gourmand en temps, en investissement personnel, mais le gros avantage qu'avait le fait de travailler dans une PME, c'est que vous avez un champ de responsabilité qui est beaucoup plus large que quand vous arrivez directement dans une grande entreprise où la fonction que vous aurez sera relativement segmentée et où vous serez pris pour de certaines fonctions sur votre contrat de travail. Et pour avoir un éventail plus large, il faudra progresser hiérarchiquement. Donc l'avantage d'une PME, c'est qu'on peut être touche à tout plus rapidement. Ensuite, au mois de 2004, après que ma PME a eu des difficultés financières, on va dire ça comme ça, donc je me suis retrouvé au chômage, mais cette fois, pendant pas longtemps. Le marché de l'informatique avait correctement redémarré. Et au mois d'octobre 2004, je suis donc rentré dans une société de services en informatique. Alors qu'est-ce qu'une société de services en informatique? Parce qu'avant de faire de l'informatique, je n'avais jamais entendu parler. Après, forcément, j'ai dû en entendre parler parce que ça doit être 80% des jobs que vous trouverez en informatique. Donc, alors c'est une société qui répond à des besoins de clients qui sont souvent des grosses entreprises, que ce soit Renault, Peugeot, Smart, la fonction publique, enfin ce que vous voulez, qui répond à des besoins de grosses entreprises sur des projets donnés. C'est-à-dire qu'une grosse entreprise émet un besoin. Pour émettre ce besoin, elle fonctionne le plus souvent avec un appel d'offres. C'est-à-dire, elle met sous format papier, elle formalise le projet qu'elle a, le besoin qu'elle a, etc. Et puis elle publie une offre. Elle dit, quelle entreprise peut répondre à ce besoin? Donc, alors il y a plein d'entreprises qui vont se bagarrer entre elles pour essayer d'avoir le marché. Alors ils vont présenter leur personnel, qui sera toujours le plus grand, le plus beau, le plus fort, mais ça c'est le boulot du commercial de vous vendre. Et vous serez donc là pour mettre en place la solution qui a été décidée donc par votre entreprise. Donc durant les premières années dans cette société, j'étais en prestation chez le même client pendant presque 3 ans, donc chez Smart à Ambach, où on s'est donc occupé de, si vous voulez, de remettre à jour le système informatique qui gérait la ligne de production. Et puis, depuis la fin de l'année dernière, j'ai donc eu des fonctions supplémentaires dans ma société, c'est-à-dire que, suite aux appels d'offres dont je vous parlais tout à l'heure, je suis convié pour mettre au point les solutions techniques qui permettent de répondre aux appels d'offres. C'est-à-dire quand c'est quelque chose qui me concerne directement moi, c'est confortable. Parce que ce qui doit être mis en place, on a participé au fait à l'élaboration de la chose. Et on ne nous ramène pas quelque chose en disant tiens, tu me fais ça comme ça. Mais je suis pas d'accord, mais c'est pas grave, tu fais ça comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. Et là, donc, je suis depuis maintenant un peu plus d'1 mois chez un nouveau client sur Nancy, où je peux pas trop faire de bêtises parce que je m'occupe de la mutuelle de vos professeurs. Donc si jamais on fait une connerie, ils seront plus remboursés quand ils iront chez le médecin. Donc on essaie de faire ça correctement. Donc ensuite, après le BTS, j'ai eu une période de 6 mois où j'ai cherché du travail. J'ai trouvé un emploi sur Forbach en tant que technicien électronicien. Et là-bas, je devais faire tout ce qui était conception, tout ce qui était maintenance d'organes électroniques. Donc c'était pour analyser la qualité de l'eau. Donc c'est dans les stations d'épuration, les grandes entreprises, des choses comme ça. Et ensuite, j'ai quitté cet emploi pour travailler à Frommer-le-Bac au Méga Kiné, où je suis maintenant opérateur projectionniste et j'ai à ma charge en fait un peu ce que vous voyez sur l'écran qui est en face de vous. Ça va être toute la gestion du son, de l'image, tout ce qui s'ensuit. C'est un petit rêve de gamin que j'ai réussi à réaliser en fait grâce au BTS, qui m'a ouvert les portes, qui m'a offert toutes les compétences techniques pour pouvoir travailler là-dedans. Après, par la suite, là, je suis en train de chercher du travail. Donc la licence, elle s'est terminée en octobre. Donc là, on est au mois de janvier. Donc il y a des opportunités qui commencent à s'ouvrir.
Donc pour l'instant, je ne me pose pas trop de questions. Donc au niveau du parcours, il y a quand même des instants où on doute. Voyez-vous votre avenir professionnel? Est-ce que vous avez des perspectives de carrière dans l'entreprise où vous êtes actuellement? Pour ma part, j'ai pas encore fait le tour de mon métier, parce qu'en fait, une ouvrage d'art, ça se construit sur un an. Je fais un an de travail, donc j'ai mes premières affaires qui se finissent. Donc j'ai pas encore fait le tour déjà de tout ce que je dois savoir pour mener ma mission vraiment à terme. Donc pas de recul, mais par contre, au niveau de ma société, mon chef il a 45 ans, je peux pas prendre sa place. Donc pour l'instant, on va dire que l'emploi que j'occupe, je pense que je vais l'occuper encore pendant au moins 5 ans. J'espère pouvoir continuer. Oui, s'il vous plaît. J'espère pouvoir continuer dans le domaine dans lequel je travaille actuellement, avoir un peu plus de responsabilités en termes de management de personnes. Mais globalement, pour l'instant, je suis très satisfait. Donc, si je reste comme ça encore pendant 5 ans, je ne vois aucune objection. Et au Luxembourg? Que ce soit au Luxembourg, en France, en Irlande ou n'importe où. Ah, La Suisse. La Suisse. Donc pareil pour moi, le fait d'avoir une mobilité relativement importante, c'est quelque chose qui ouvre des perspectives de carrière. Maintenant, quand on travaille dans une société de prestation de services, il y a deux types de mentalités. C'est soit que vous êtes purement carriériste et un peu mercenaire, et vous allez changer de boîte tous les ans pour chaque fois faire 15% d'augmentation de paye. Soit vous essayez de progresser en interne dans votre société. Moi, pour l'instant, alors je devrais peut-être devenir mercenaire ou carriériste, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc moi, effectivement, dans 5 ans ou 10 ans, je me verrais assez bien être responsable au niveau de la Lorraine de ma société. Maintenant, je le vois comme ça. Si je vois que l'évolution n'est pas du tout possible, ben, j'irai toquer à la porte du voisin. En plus, ils sont juste en face. Donc ça va. Donc, moi, dans mon métier plus précisément, il y a, dans le cinéma, il y a le numérique qui va arriver. Donc, il y a une certaine montée en grade qui va arriver au niveau du numérique. Je vais finir seul sur mon emploi. Je serai seul après avoir le bac à gérer tout ce qui est projection. Et je suis destiné à partir sur la direction du cinéma ensuite. On m'a déjà proposé un poste de dirigeant, mais dans un autre cinéma. Bon, bien sûr, pas grand directeur du cinéma. Mais dans un autre cinéma, je suis destiné à la direction du cinéma à Frémaux. Donc voilà, pas tout de suite, mais d'ici quelques années. Ouais, donc moi, ce serait un peu comme lui, essayer de me lancer en tant que prestataire, quoi, et puis pour avoir une mobilité. Et après, bon, bien sûr, quand on est prestataire, à un moment, il faut se fixer, hein, sinon on a la bougeotte, ça c'est un peu mal vu. En fin de carrière, je veux dire, tu peux pas faire toute ta carrière en tant que... Oui, alors il y a deux choses. Alors il est vrai que dans l'idéal, tu fais 10 ans de prestat et après tu rentres en interne chez un grand compte. Sauf que, alors les grands comptes, c'est tout ce qui est grosses boîtes, Renault, Peugeot, etc. Sauf que Renault, Peugeot et compagnie, ça embauche plus tellement en France. Donc effectivement, là, il y a beaucoup de prestataires de services. Dans les banques, pareil, il y a énormément de prestations de services. Et donc c'est pour ça que... alors l'idée, il ne faut pas que ça soit un fantasme absolu de se dire, moi je veux faire prestataire de service pour essayer absolument de gratter à la porte et de pouvoir rentrer. Parce qu'il peut y avoir d'autres choses. Vous pouvez après, quand vous avez 10-15 ans d'expérience, passer indépendant. Et là, ce que facture la société de service, ben, vous le mettez dans votre poche. Vous pouvez devenir formateur. Vous pouvez avoir des activités à côté, comme, j'en sais rien, bon, aller donner des cours dans l'école d'ingénieur, en université, c'est des choses qui existent aussi. Donc, comme je disais avant, tout dépend du plan de carrière que vous vous fixez. Il ne faut pas partir avec des préjugés qui seront en fonction de ce que vous auront dit vos amis, vos parents, même vos profs, etc. Un plan de carrière se fixe par vous-même et pour ça, vous avez des jalons à poser. Et à chaque fois que vous atteignez une marche, vous pouvez être fier d'eux et puis dire, bah, maintenant l'objectif c'est d'atteindre celle-là après. Des questions encore? Je crois que ça va être le mot de la fin. C'est bien, là vous êtes sur une marche, on va essayer d'en atteindre la suivante, et ainsi de suite, hein, de tous ces années lentement, et puis
avec de la motivation, avec de l'enthousiasme et avec du travail. Bien fort, hein? C'est pourquoi avoir choisi une classe préparatoire, vu les difficultés que vous nous avez dit juste avant? En fait, la classe prépa, c'est la voie royale. Si on se plante en prépa, on peut toujours rebondir. Donc c'était pas un grand risque finalement. Avez-vous été obligé de travailler le week-end au cours de votre scolarité pour financer vos études? Le week-end ou d'autres jours? J'ai travaillé tous les étés, hein, juillet, août, parfois même juin. Ça finissait plus tôt les cours. Et c'est ça qui fait l'équilibre, parce que quand on a fini de travailler l'été, en septembre, on est content de retourner à l'école. Parce qu'on se dit, travailler à la chaîne toute ma vie, non, on va pas faire comme ça. Vous voyez, c'est ça qui est ma motivation. C'est ce que je voulais vous dire. Vous avez la chance d'avoir une journée comme ça, où vous êtes un peu motivé. Et nous, on n'a pas eu cette journée, et ça c'était un peu pour moi ma motivation. C'était à chaque fois, en septembre, je faisais le point et je me disais, est-ce que c'est ça que tu veux faire de ta vie? Je me disais, bon, la chaîne c'est galère, c'est tout le temps la même chose, la maintenance, quand ça marche pas, il faut faire beaucoup d'heures. S'il faut travailler 11 heures, on travaille 11 heures par jour. Voilà, donc ça c'est un peu mes expériences, et j'ai travaillé donc l'été, également les périodes de vacances scolaires, Pâques et tout ça. Moi c'est aussi en tant que pour des emplois saisonniers, quoi, pour faire un peu d'argent dans les vacances. Mais bon, c'était pareil, c'est surtout dans des travaux en usine, à la chaîne. Ça paye pas beaucoup, on fait beaucoup d'heures. C'est pas vraiment une très belle expérience. C'est pas des travaux intéressants. Et bon, ce qui donne, c'est vrai, ça donne beaucoup plus envie après de poursuivre nos études et d'avoir des travaux qui sont beaucoup plus intéressants. Pourquoi en bac pro? C'est le BTS qui m'intéressait. Moi j'ai vu un peu ce qu'ils faisaient en BTS ici. C'était ça la chance, parce qu'il y avait la section technicien supérieur ici. Donc j'ai vu exactement ce qu'ils faisaient et ça m'a super plu. Donc c'est pour ça que je me suis orienté là-dedans. Plutôt que le bac pro qui... Bon, c'est peut-être plus professionnel le bac pro. Après il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire son bac pro et tout de suite aller travailler? Ou après, pour le BTS, il y a quand même encore 2 ans de bac à faire, plus le BTS après, ça fait 4 ans. Il faut savoir ce qu'on veut cibler. Après, c'est le choix de chacun. Et on ne peut pas dire, bon, on fait le bac pro ou on fait le BTS. Il y en a un, il préfère aller en bac pro, l'autre, il préfère aller en BTS. Moi, j'ai préféré le BTS parce que j'ai vu ce qu'on faisait dedans et ça m'a super plu. Voilà pourquoi j'ai choisi. BTS, est-ce qu'on trouve facilement un emploi? Alors, j'ai envie de répondre oui, mais c'est-à-dire que plus vous allez faire d'études dans le domaine qui vous plaît, plus vous avez la chance de trouver un emploi. Donc voilà, tout diplôme permet d'augmenter grandement ses chances d'avoir un emploi. Donc oui, un BTS Iris permet de trouver un emploi. Est-ce que vous avez d'autres questions relatives à l'emploi? Ah, une question sur le salaire. Je me demandais quand est-ce qu'on allait la poser. En 2002, j'ai été embauché en fait pour le SMIC. Et... Ah oui, non mais parce que c'est simple, c'est pour ça que je disais avant qu'il était important de voir le rapport entre l'intérêt d'un emploi pour une carrière future et puis un intérêt immédiat. Il est certain qu'à l'époque j'aurais pu aller, je sais pas moi, aller bosser en usine en Allemagne, j'aurais gagné 100 € par mois en plus. Ouais, mais après le problème c'est que si vous ne travaillez pas dans votre cœur de métier, j'aurais pas pu sortir de BTS en 2002 et puis retourner là en 2007, ça marche bien l'informatique, et puis dire bonjour, j'ai eu un BTS en 2002 mais depuis j'ai travaillé à l'usine. Oui, ben non, ça passe pas tellement ça. Parce qu'entre temps vous avez les diplômés 2003, 2004, 5, 6 et 7 qui sont sortis. Et ils ont des connaissances qui sont plus fraîches que les vôtres. Donc c'est pour ça, oui, le premier emploi c'était au SMIC. La première société dans laquelle j'ai travaillé en France me payait allègrement bas, déjà, premièrement, parce que c'était la mauvaise période, comme l'a dit Jonathan. Et puis, comme c'était une PME dont le cœur d'activité n'était pas l'informatique, que, comme dans la plupart des PME, dans ce même cas, on considère l'informatique comme un mal nécessaire,
On me donnait généralement pas, de moyens pour concrétiser des projets qui auraient pu apporter de sérieux avantages et de sérieuses avancées dans la société. C'est pourquoi, au bout d'1 an et demi, j'ai décidé de chercher un autre emploi par rapport à mon premier emploi. Et c'est pour ça que je rajouterais juste une petite chose avant de passer la main à mon collègue. C'est que l'informatique a ceci de très arrangeant, que c'est un secteur avec une moyenne d'âge relativement basse. Et vous pouvez être pris au sérieux très jeune et très tôt. Et c'est pas parce que vous avez 25 ans et que la personne en face de vous en a 45 que vous avez forcément tort et elle forcément raison. Et dans ce secteur qui est en perpétuelle évolution, il n'y a pas l'espèce de découpage par tranche d'âge qui fait que dans certains corps de métier, vous y arrivez en tant que jeune, ben pendant 20 ans, vous allez ramer derrière les plus âgés qui vous expliqueront toujours comment faire, même quand ils raconteront n'importe quoi. Et en informatique, c'est beaucoup moins le cas. Si vous faites vos preuves, vous pouvez à 25 ans avoir à diriger des gens qui ont 30, 35, 40, 45 ans, et ça passe très bien. Parce que c'est un métier qui est principalement basé sur la compréhension des besoins des personnes que vous avez en face de vous. Et à partir de ce moment-là, si vous êtes capable, vous, de diriger une équipe en étant le meilleur interlocuteur possible pour comprendre les besoins des personnes en face de vous, l'âge n'a aucun rapport là-dedans. Et c'est vrai que ça permet d'avoir des responsabilités très rapidement. Et c'est une des parties du métier que je trouve le plus plaisant. Déjà à la base, je suis un grand fan de cinéma. Donc ça m'a beaucoup plu déjà de travailler en cabine. C'est un endroit que tout le monde va regarder au moins une fois quand il va voir un film au cinéma. Il va se retourner pour voir s'il ne voit pas la personne qui est en haut en train de passer la bande. Et moi j'ai la chance d'avoir un travail où je suis très autonome. Donc j'aurai quasiment jamais un chef qui sera derrière moi en train de me dire ce que je dois faire. C'est à moi de gérer mon temps, à moi seul. Le montage des films, l'entretien des appareils, c'est à moi de le gérer. De toute façon, si je fais une bêtise, ça va se voir directement en bas. Donc c'est comme ça. Et en fait, ma formation en BTS m'a beaucoup apporté sur le fait qu'il a fallu que moi-même je vois comment fonctionnent les appareils que j'avais en face de moi. C'était moi-même et seul. Donc avec la documentation technique, c'était à moi d'étudier les appareils pour pouvoir les réparer ensuite. Pour pouvoir faire la maintenance seul. Ce n'est pas des choses que je peux faire entre les séances. C'est des choses que je vais faire ou très tôt le matin ou très tard le soir. Et on n'a pas de formation à proprement dit là-dessus. C'est à nous de nous débrouiller pour que ça marche et de le faire bien. Parce que sinon, ça va se voir directement en bas. Ensuite, c'est vrai que j'ai un travail où je suis relativement tranquille, on va dire entre guillemets, quand il y aura des séances. J'aurai le chargement à faire, mais après, j'ai un certain temps libre. Donc je suis toujours au travail, et tout en pouvant faire ce que je veux, en préparant mon travail pour le soir ou des choses comme ça. Bien sûr, j'ai un gros point noir aussi dans mon emploi, c'est qu'un cinéma, c'est ouvert les jours fériés, c'est ouvert à Noël, c'est ouvert à Nouvel An, c'est ouvert tout le temps. Donc je risque de travailler à Noël, Nouvel An, jours fériés, anniversaire, tout ce qui s'ensuit, les vacances, ça n'existe pas sauf si je prends congé, et voilà. Mais votre métier vous plaît? Mon métier me plaît, je l'aime et je me vois rester là-haut jusqu'à la retraite. Ça a plu. Je voudrais vraiment qu'on remercie, applaudisse les intervenants. Remercier tous les enseignants qui sont impliqués dans le projet de valorisation de la filière électronique, les équipes aussi, le conseiller d'orientation qui est venu nous voir en premier prix, voilà, je voudrais vous remercier et je voudrais vous remercier vous parce que vous avez été attentifs, vous avez posé des questions, j'espère que ça vous a plu, on aura l'occasion de faire le point. Voilà.